Qu'est-ce qu'on peut raconter sur le commis des comiques? Le commis des comiques, le plus comique de tous les commis des comiques. T'es traumatisé. Comics. Et c'est quoi un commis des comics finalement? Parce que finalement on n'a pas plus d'informations que ça sur les commis des comics. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce produit. Haha. Je te remercie mec. Et ouais, c'est dur à dire, hein, le commis des comics. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, ah, regarde, lui, c'est le commis des comics. En tout cas, merci à VLD, c'était bien sympa à lui. Et tout de suite, eh ben, ce sont les news de la semaine. J'ai plus de putain. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous montrais cette vidéo où la boss a donc des studios Sony déclaré devant le boss des studios Marvel qui avait l'air complètement médusé que Venom serait dans l'univers cinématographique partagé avec Spider-Man, avec Black Cat, avec tous les vilains qui veulent incorporer. On parle de Carnage apparemment, on parle de même Kraven, on parle de plein de monde. Bon, Kevin Feige, parce que ce qui paraît, il faut dire Feige et pas Feige, eh bien, a remis les choses complètement en place et a déclaré, je vous la fais courte parce que ça m'énerve, qu'en gros c'était des conneries. Et il y a un journaliste qui a déclaré avoir vu Amy Pascal, donc la boss de Sony Pictures, qui lui aurait dit qu'elle mourrait d'envie de clarifier la situation. Ce qu'elle voulait dire, c'était simplement que Venom était partagé dans l'univers comics avec Spider-Man, Black Cat et compagnie. Ah, j'ai plus de putain, c'est trop, c'est trop. Non mais regardez, on a vraiment des têtes d'abrutis à ce point. Là on nous prend clairement pour des gros cons, elle a jamais voulu dire ça. Et à la limite, bah assumez, c'est un foirage, assumez, elle a voulu passer en force, je sais pas du tout ce qu'elle a voulu faire, mais assumez, vous êtes complètement indigne de la confiance des fans et des millions de dollars que tous ceux qui vont voir vos films vous rapportent. Ça c'est clair et net. Et maintenant j'arrête d'en parler parce qu'ils en valent pas la peine. Legacy. Alors évidemment, cette semaine, l'actualité monopolisée par Marvel et donc qui a lancé officiellement la promotion de son event Marvel Legacy, donc avec des gros scuds marketing, et donc on nous a dit que ça allait définitivement changer l'industrie du comic book, sauf qu'à la limite ils auraient mieux fait d'en rester à la promotion de type en gros on va revenir aux sources, puisque pour promouvoir ce qui va soi-disant révolutionner l'industrie du comics, eh bien ils ont utilisé des couvertures hommages. Alors moi j'adore les couvertures hommages, hein, mais c'est pas très révolutionnaire. Donc toutes les covers sont reprises de grands classiques, comme par exemple cette Cable and Deadpool qui est reprise donc de Amazing Spider-Man 129, la première apparition du Punisher, ou ce Weapon X qui est repris donc de la série éponyme donc de Barry Windsor Smith. Alors c'est difficile de savoir dans quelle mesure les covers sont représentatifs des trames narratives qui s'y dérouleront à l'intérieur donc du comics, mais on va quand même parler un petit peu des plus grosses annonces de ce que j'ai retenu en gros. Le retour des deux Fantastiques, puisque Marvel réanime donc son Marvel 2-in-1, donc une série de comics phare dans les années 70-80 qui associait chaque mois un personnage différent à la chose, et donc Ben Grimm des 4 Fantastiques. Il y avait quand même eu 100 numéros à l'époque, donc une longévité inespérée pour un comics actuel. Et donc là, ce tout premier numéro réunira Ben Grimm et la Torche, donc deux anciens compères dans les 4 Fantastiques. Dommage qu'il n'y en ait que 2. Cette cover de la française Stéphanie Hans laisse présager la mort de Jane Foster, puisqu'elle reprend donc l'emblématique cover de la mort de Captain Marvel par Jim Starlin. Alors est-ce que c'est à prendre au sens propre? Est-ce qu'il faut commencer à appeler Rock Éclair et à faire tous les arrangements, ou bien est-ce que c'est plus métaphorique pour dire on a compris que vous ne vouliez pas de Thor en femme, on a compris toutes les polémiques et on vous rend votre Thor couillu? Eh bien je ne sais pas, ou est-ce que ça sera une mort à la Marvel, en gros elle meurt et puis elle réapparaît 6 mois plus tard. Avec cette cover qui est basée sur celle de Captain America numéro 109 par Monsieur Jack Kirby, eh bien beaucoup pensent que Kamala Khan va peut-être prendre la place laissée par un Captain Ameridra indigne de porter donc son bouclier. Et au passage ça fera maigrir certains étroits d'esprit qui vont peut-être un petit peu halluciner de voir à la tête donc de la représentation symbolique chez Marvel donc de l'Amérique, eh bien une jeune femme musulmane en plus. Alors perso moi j'y crois pas du tout, hein. Si aucun titre Captain America n'a été dévoilé pour le moment, je pense que c'est simplement parce qu'ils en gardent un petit peu sous le coude et qu'ils attendent au moins que Secret Empire soit terminé, voire même Marvel Generations. En parlant de Captain, tiens, Sam Wilson range le bouclier et redevient le Faucon, voilà de quoi révolutionner l'industrie du comics. Marvel fait revenir Blade donc dans les Spirits
of Vengeance, comme je vous l'annonçais il y a quelques JT, Spider-Man serait mis derrière les barreaux. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des emplois fictifs à Parker Industries? On verra. Sur cette cover de Team Bradstreet, eh bien, le Punisher semble avoir enfilé l'armure de War Machine, ce qui provoque certaines crispations. Par certains fans donc, de Rhodes qui disent que remplacer donc un des personnages phares noirs de la mythologie d'Iron Man par un tueur de masse blanc psychopathe, en gros, ben, c'est pas très malin. Je peux tout à fait les comprendre, d'autant que si le Punisher mettait la main sur un tel équipement, eh bien, il n'y aurait plus grand monde à punir après environ un mois ou deux de série. Hulk, en version Amadeus Show, risque de revenir visiter Sakaar et donc la planète Hulk, hein, si on se fie à cette cover de Mike Deodato Jr. en hommage à celle de José Landron, donc sur The Incredible Hulk numéro 94. À part ça, Wanda Maximoff va encore causer des problèmes aux Vengeurs. Le Caïd va redécouvrir, puis réoublier, puis peut-être redécouvrir l'identité de Daredevil, et Riri Williams restera Iron Man pendant la période Legacy apparemment. Donc voilà, mis à part Greg Pak sur Weapon X, on ne sait rien ni des équipes créatives, ni même de la numérotation qui va être retenue pour tous les titres de Marvel Legacy. On sait que peut-être que ça va reprendre justement la numérotation d'origine, plus de reboot simplement numéraire. Alors je vous laisse me dire, est-ce que vous pensez de toute cette première vague de promo dans les commentaires, et on va terminer sur Legacy avec ce Scud, un mini Scud lancé par Dan Jurgens, donc le dessinateur à qui l'on doit la mort de Superman. Rassurez-vous, il va mieux depuis, hein. Bon. Qui déclare en un tweet: je n'ai pas fait beaucoup de couvertures d'hommage dans ma vie, mais chaque fois que je l'ai fait, je me suis assuré de créditer l'artiste original. Bim bim. Eh ouais, Marvel, sans artiste, pas de comics. Bon. DC innove. Et il semblerait que DC Comics aussi souhaite un petit peu révolutionner la manière dont on publie des comics, le comics en général. Hein. Ils ont choisi donc Scott Snyder pour être le parrain d'une nouvelle collection qui accorderait beaucoup plus de liberté et d'importance à l'artiste. Et le premier numéro donc serait consacré à l'histoire de Batman qu'il a écrit pour Sean Murphy, puis par la suite à les histoires qui auraient normalement dû continuer en format mensuel dans le All-Star Batman, donc qui va cesser au numéro 14. Afra Richardson, Paul Pop ou encore Liber Mejo vont donc pouvoir s'essayer donc à ce nouveau format qui ressemble quand même beaucoup au graphic novel hein, pour l'instant, hein, puisqu'on n'en sait pas trop, ou donc aux absolutes, hein, donc sur lesquels Alan Moore aime bien se vider la tripe. Ben oui, un autre format, une qualité de papier différent, un séquençage même peut-être différent, et Snyder explique qu'il va même devoir adapter son écriture à ce format-là. Donc est-ce qu'ils vont nous sortir un espèce de mix entre donc le format paysage, vous savez que par exemple utilise Frank Miller quand il écrit et dessine son torchon Terreur Sainte, et donc quelque chose de plus prestigieux comme les éditions absolutes. On verra bien, hein. Moi tout ce que je retiens, c'est que Snyder vend son histoire avec Murphy comme un Mad Max Batman qui sera situé dans un futur, mais quand même relié à la continuité. Et ça, je vous le dis, c'est 9,4 sur 10 hein, sur l'échelle de la demi-molle exploitable. Superman Red Son. Et Mark Millar nous apprend hein, dans une série d'échanges de tweets que la Warner Bros proposerait à plusieurs réalisateurs l'adaptation donc de Superman Red Son. Red Son, c'est cette mini-série par Mark Millar, par Dave Johnson et par Killian Plunkett qui nous projette donc dans une dimension alternative où Superman n'a pas atterri en plein milieu du Kansas, mais bel et bien en Union soviétique. Apparemment, hein, on aurait proposé ça notamment au réalisateur de Wanted, et donc Timur Bekmambetov, et c'est quelque chose qui attriste un petit peu le réalisateur de Kong Skull Island, qui avait proposé lui-même sa version à la Warner Bros il y a quelques mois et ça avait été refusé. Apparemment il proposait quelque chose d'assez frais, puisqu'il voulait même pas forcément prendre Henry Cavill ou Ben Affleck pour les rôles de Superman ou de Batman. Alors on ne sait absolument pas hein, si ce projet ira jusqu'au bout, si c'est juste la Warner qui tease ou qui teste des trucs. En tout cas, ça serait kiffant. Rafalette de news. Une rafalette, eh bien c'est une toute petite rafale de news. Marvel vient de déposer la marque Friendly Neighborhood Spider-Man, à qui laisse penser qu'on va peut-être avoir un revival, donc une réanimation de la série éponyme de comics qui était parue en 2005 chez Marvel Comics. Stephen Amell a déclaré qu'il souhaitait que Arrow, la série télé, donc emprunte beaucoup plus aux comics. Il a posé ses couilles vertes, un archer, c'est bien. Il va même jusqu'à dire hein, que si ça continue comme ça, hein, donc tous les événements de la saison 5 qui ont mené jusqu'au final de la saison 5, eh bien pour lui le personnage deviendrait même inintéressant. On reparle aussi hein, donc de l'adaptation de Watchmen en série télé, donc c'est un projet qui est pas nouveau, ça dure depuis environ 2015, donc où
les discussions avaient commencé, la pré-production. Alors pour le coup, je suis pas certain que ça soit un comics qui soit voué à une adaptation réussie sur un autre média, tellement il est profond, tellement il est dense et tellement c'est emblématique du genre. Mais en tout cas, je peux tout à fait faire confiance à Damon Lindelof pour tenter l'aventure, puisque j'ai toujours kiffé donc sa série, son adaptation de The Leftovers. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a pas trop perturbé pour ceux qui passent l'examen. C'est la dernière salve, c'est les oraux, donc soyez bons. Pour les autres qui travaillent, courage. Pour ceux qui sont en vacances, branlez-vous bien. Pour moi, je vous donne rendez-vous dès demain donc sur la Web TV avec une émission, un Omega Bob Show d'exception dans lequel on invite, Nous sommes des héros, donc vous vous rappelez du reportage et du docu comique qui leur était consacré, donc venez, il y aura même des cadeaux, enfin ça va être énorme, on va passer une bonne soirée. Donc n'oubliez pas, lisez et lisez, rafraîchissez-vous parce que il fait chaud, et rendez-vous donc demain pour l'Omega Bob Show et dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et oui les amis, quand par exemple Bruno Bessadi qui a été édité aux États-Unis pour son badass, quand il reprend une cover de Steranko, il marque Bessadi plus Georges parce qu'il crédite son coloriste After Steranko, parce que c'est après Jim Steranko. Pareil pour cette cover de Brian Bolland, donc The Killing Joke, pour celle-là qui est inspirée de Romita, ou pour celle-là qui est inspirée de Gil Kane, et c'est encore la première apparition du Punisher.